Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur ce 31e live, Facebook Live, troisième saison. Voilà, plus de 3 ans que nous nous retrouvons chaque dernier mardi du mois pour que je puisse répondre à vos questionnements ou surtout écouter les problématiques que vous pouvez trouver en vivant à la fois bien sûr sur la ville d'Alès, mais aussi sur l'agglomération d'Alès. Et je vous en remercie une nouvelle fois par an. De très très nombreuses questions ou remarques qui n'arrivent pas uniquement aujourd'hui ou la veille de ce Facebook Live, mais en temps réel, tout au long du mois. Le mois dernier, je crois que nous avons battu le record de personnes en direct live, hein, avec plus de 120 personnes à un moment qui ont suivi en direct live et plusieurs milliers de personnes qui ont pu tout au long du mois regarder tout ou partie de ce Facebook Live. C'est comme je l'espérais d'ailleurs et que je vous l'avais annoncé, un rendez-vous qui est maintenant important. D'ailleurs, j'aurai l'occasion dans quelques semaines de vous livrer les résultats de l'enquête numérique que nous avons fait comme chaque année et dont les résultats me sont parvenus il y a 2 jours. Vous aviez, je vous rappelle, jusqu'au 11 juillet pour nous faire part de vos réponses à ces questionnements. Et je m'aperçois entre autres choses que ce rendez-vous est quelque chose d'important, à la fois pour celles et ceux qui le suivent en direct, mais celles et ceux qui peuvent y retourner de temps en temps sur les archives. Et puis surtout pour celles et ceux qui n'ont pas d'autres moyens de me contacter. Je vous rappelle aussi que j'ai l'occasion de voir un très grand nombre d'entre vous tous les jours dans la ville, et pas que dans le centre-ville, puisque je suis sur l'ensemble de la ville d'Alès, mais aussi dans beaucoup des communes, à l'invitation des maires pour m'y rendre, et que c'est aussi l'occasion pour moi, bien sûr, d'échanger en direct avec vous très régulièrement. Je rappelle aussi que par le numéro vert, hein, quand vous avez des sollicitations très précises sur des problématiques que vous rencontrez, je vous rappelle que le numéro vert de la ville d'Alès, à la fois par internet, numéro vert ville-alès.fr, mais aussi au 0800 540 540 sur le numéro gratuit. Vous pouvez là aussi, sans attendre le dernier mardi de chaque mois, pouvoir poser vos questions, poser vos problèmes. Et comme je m'y suis engagé depuis de nombreuses années, et Max Roustan avant moi, nous répondons bien sûr à toutes les sollicitations. C'est ce qui me paraît important aujourd'hui, de pouvoir être à votre écoute d'une part, et surtout pouvoir vous apporter des réponses. Alors pas toujours exactement celles que vous souhaiteriez, c'est vrai, pas toujours pouvoir dire oui à toutes les demandes, j'aimerais beaucoup. Comme je dis souvent, vous savez, quand on est maire d'une ville, on aimerait pouvoir dire oui à tout le monde, on aimerait pouvoir faire tout ce que les gens nous demandent. Mais voilà, nous sommes contraints, et ce n'est pas une excuse que de le dire, hein, nous sommes contraints par un certain nombre de choses, par les finances bien sûr de la ville, mais également par les règlements, par les lois, et on ne peut pas faire ce qu'on veut, même quand on est maire. Et par contre, on essaie de faire pour le mieux. Moi, comme tous les autres maires de notre beau pays qui est la France, hein, les plus de 35 000 maires, qui d'ailleurs, on le verra aussi dans les résultats de l'enquête, montrent que ça reste quelque chose d'important pour vous, majoritairement, de défendre vos communes, leurs élus, donc bien sûr, mais aussi les intercommunalités dans notre vie quotidienne. C'est pour moi aussi l'occasion de vous rappeler, en ce début de Facebook Live, l'importance des collectivités qui œuvront tous les jours de l'année, de 0 heure à minuit, 365 jours par an, 7 jours sur 7, pour essayer d'améliorer toujours la qualité de la vie sur un territoire, avec les problématiques diverses que nous rencontrons, et dans tous les domaines de la vie. Je le dis, je le répète, du jour de sa naissance, où on va s'inscrire dans la commune dans laquelle on réside, jusque malheureusement au jour de son décès, où on est enterré également dans la commune dans laquelle on réside, en passant par la mairie, on a tous les jours, que Dieu fait, un contact avec les services municipaux, les services communautaires, que ce soit pour ramasser ses poubelles, nettoyer ses rues, gérer ses écoles, gérer l'éclairage public, faire le développement économique, gérer la culture, gérer le sport, gérer la petite enfance, gérer l'enfance. Voilà, vous avez tous les jours que Dieu fait à rencontrer un agent municipal, un élu municipal, et ça me paraît d'autant plus important dans ces temps difficiles, au moment où les collectivités sont assez régulièrement attaquées, de pouvoir défendre ces collectivités de proximité. L'État est là pour gérer
les problèmes nationaux et internationaux, et nous, les maires, et c'est le mandat que j'ai choisi, de m'occuper de la proximité. Nous sommes là pour gérer vos problèmes de proximité. Et donc, vous le savez, donc ça me paraît important de pouvoir défendre, au-delà des élus que nous sommes, vos collectivités, vos mairies. Et je pense que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, nous aurons peut-être l'occasion de devoir le dire au moment où la loi de finances 2026 sera discutée au Parlement. Je crois qu'il sera très important que là aussi nous défendions nos intérêts, les intérêts des communes qui sont vos intérêts à vous. Et en tout cas, vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Je le fais depuis de nombreuses années. Je continuerai à le faire, pas pour moi-même, mais pour vous. Parce que défendre nos dotations, c'est défendre aussi nos politiques publiques de proximité. Et vous savez mon engagement, mon attachement à ces politiques publiques de proximité, y compris dans la santé, dans la sécurité, qui sont vos deux principales préoccupations. Si nous n'avons pas de moyens, c'est complexe. Et puis j'en profite en préambule, et je vois des premiers messages qui arrivent en direct et quelques messages que j'ai reçus pour vous redire, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends souvent, que nous ne payons plus d'impôts locaux. Vous ne payez plus de taxes d'habitation. Les propriétaires payent une taxe foncière, qui n'est pas au sens propre du terme un impôt local, mais qui est un impôt propriétaire, qu'encaissent effectivement les intercommunalités et les communes pour partie, mais qui sont loin, mais très très loin, d'être la totalité de nos recettes. Hein. La seule agglomération d'Alès, les taxes foncières que nous payons tous sur les 72 communes d'agglomération pour l'agglomération représentent moins de 4% de nos recettes. C'est-à-dire que 96% proviennent des recettes des entreprises, des impôts des entreprises qui sont aussi très taxés, de quelques dotations de l'État et des participations des familles dans certains services. Donc vous voyez, si je dis ça, c'est parce que souvent, quand on m'interpelle, on me dit « ouais, mais je paye des impôts, j'ai droit, j'ai droit ». Mais depuis la suppression de la taxe d'habitation, ben, en fait, nous ne payons plus d'impôt local. Et je pense d'ailleurs pour ma part, si c'est un bien pour chacun d'entre nous, ça reste pour les collectivités quelque chose de complexe, parce que nous voyons nos recettes, j'en reparlerai le moment venu, mais nos recettes diminuer d'année en année, et quand vous avez des recettes qui diminuent et les dépenses sans augmenter les services, mais en maintenant les services qui augmentent, à un moment, il y a ce qu'on appelle l'effet ciseau, je vous l'ai déjà expliqué, et cet effet ciseau a des conséquences parfois terribles sur notre capacité d'investissement, notre capacité de réparer les routes, de changer le goudron, de faire des salles de sport, de refaire des théâtres, d'aménager des halles de l'abbaye et de faire tous les travaux d'entretien dont vous nous faites part. Voilà, donc c'est un vrai problème, ça dépasse Alès, ça vous dépasse, ça me dépasse, mais il faut que collectivement nous ayons bien conscience qu'effectivement, ben, protéger les communes, c'est aussi protéger les moyens qui sont les nôtres. Et là aussi, je voudrais dire, puisque j'ai une personne qui m'a interpellé là-dessus, et on le voit parce que l'INSEE a sorti une étude, que non, ce ne sont pas les fonctionnaires territoriaux qui coûtent cher à l'État français, et non, les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les intercommunalités, les conseils départementaux, les conseils régionaux ne peuvent pas créer de la dette de fonctionnement, c'est interdit par la loi, seul l'État peut le faire, seul l'État le fait, et nous, ben, nous avons un endettement qui est lié aux investissements que nous faisons, mais qui est remboursé par nos recettes propres. Donc ce n'est pas de la dette que nous laissons aux générations futures dans les mairies, c'est une dette que nous remboursons avec nos propres ressources. C'est la loi qui nous l'impose et c'est une bonne chose, ce qui veut dire que lorsque j'entends que l'on met dans le même sac l'État français qui crée 3 350 euros de 3 300 milliards d'euros de dette, aujourd'hui, ben lui, vous savez que l'État emprunte pour payer les fonctionnaires, pour payer le fonctionnement. Nous, ce n'est pas le cas. Voilà, donc il faut aussi remettre les choses à l'église au centre du village, comme on dit, et dire que les collectivités ont à la fois un rôle majeur d'aménageur, puisque nous investissons près des 3/4 de l'investissement public, ce sont les collectivités locales qui le portent, dans tout ce que j'ai expliqué, les collèges, les lycées, les écoles primaires, les salles de sport, les routes, ce sont nous qui le portons, sans créer de la dette au même niveau que celle de l'État. Et pourtant, on veut nous faire payer le remboursement d'une dette qu'on n'a pas créée. Et ça, c'est quelque chose de scandaleux.
Et j'entends bien trop souvent des soi-disant spécialistes ou économistes parler de cela au niveau national, mais c'est ne pas comprendre, ne pas savoir comment fonctionnent les collectivités françaises que de le dire. Et dernier petit point aussi, puisque souvent les fonctionnaires sont critiqués, vous savez que je défends énormément les fonctionnaires territoriaux, même si tous ne sont pas des personnes qui travaillent 70 heures par semaine, mais au moins 35 heures, si tous ne sont pas optimisés, la grande partie d'entre eux l'est, porte un service public et on l'a vu dans les salaires, l'INSEE l'a dit, le salaire moyen d'un fonctionnaire territorial aujourd'hui est à peu près de 500 euros de moins qu'un salarié du privé, contrairement aux fonctionnaires de l'État qui, eux, sont à 200 euros en moyenne de plus que les fonctionnaires privés. Vous voyez, bah, si je vous en reparle en début, c'est parce que j'ai eu des sollicitations sur toujours les collectivités, il faudrait faire des économies. Bien sûr qu'il faut faire des économies, bien sûr que nous faisons des économies, mais à un moment, il faut choisir sur quoi nous faisons des économies. Est-ce que c'est sur la sécurité? Est-ce que c'est sur la santé? Est-ce que c'est sur l'école? Est-ce que c'est sur les festivités? Est-ce que c'est sur la culture? Voilà, c'est ça les choix qui sont les nôtres, à nous les maires, au-delà du maire d'Alès que je suis. À nous les maires, nous avons aujourd'hui ces questions qui se posent et les années qui arrivent nous obligeront sûrement à faire des économies, mais nous en reparlerons au moment où nous préparons les budgets de l'année prochaine. Même si, je le redirai en fin de ce Facebook Live, c'est l'avant-dernier Facebook Live de ce mandat aujourd'hui. Le dernier Facebook Live aura lieu fin août, le dernier mardi, je crois que c'est le 29 août. Et après, nous nous retrouverons dans un format un peu plus personnel, toujours en Facebook Live, et tout ça pour des raisons de campagne électorale, parce que oui, nous allons rentrer en campagne électorale. Et en campagne électorale, la loi nous interdit et m'interdit effectivement un certain nombre de pratiques. C'est dommage parce que la vie continue. Je ne fais pas de politique sur ce Facebook Live puisque je réponds à vos sollicitations, mais il en est ainsi. En tout cas pour ma part, vous le savez, je continuerai à faire et à respecter les lois de ce pays, mais je vous en reparlerai à diverses reprises. Je vous donnerai rendez-vous sur mon profil personnel pour pouvoir effectivement répondre à vos sollicitations. Ce sera l'occasion peut-être de répondre à des questions de manière un peu plus politique aussi, puisque là, je pourrais dire tout ce que je souhaite dire, ce que je m'interdis de faire comme maire, comme président d'Alès Agglomération dans ce Facebook Live très officiel que nous avons aujourd'hui. Voilà ce préambule que je souhaitais faire. Et donc, on va attaquer les questions qui arrivent. Alors, on commence par Mika Mendez. Bonsoir, monsieur Rivin. Félicitations pour le nouveau marché de l'abbaye. Il est magnifique. Ah bah, écoutez, on commence bien ce soir. Merci, mon cher Mika. Et je dois vous dire d'ailleurs que je partage fortement votre message. Effectivement, voilà un peu plus d'un mois que, comme je m'étais engagé, les halles de l'abbaye rénovées ont ouvert, le parking une semaine avant, et force est de constater, puisque j'y passe quasiment tous les jours, pour pas dire tous les jours, que les Alésiens et les habitants du territoire et les touristes sont au rendez-vous de ce nouveau marché. Encore samedi dernier, il y avait un monde dingue toute la matinée dans ce marché, et je constate avec un grand plaisir que 100% des gens qui m'en parlent sont extrêmement satisfaits, voire interloqués, à la fois de la beauté, à la fois du fonctionnement de ce marché, je rappelle, qui est à la fois climatisé l'été, qui sera réchauffé l'hiver, qui est très éclairé, qui a des exposants, des étaliers qui proposent tous les types de produits. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent dans Alès Aglo, l'émission de mardi prochain à 19h, que vous pourrez revoir bien sûr sur YouTube par exemple, où je déambule à l'intérieur de ce marché, je fais découvrir les stands accompagné d'un grand chef cuisinier que beaucoup ici connaissent, Alain Raymond, et où on découvre effectivement à la fois la qualité des produits qui sont vendus dans ce marché, la gentillesse des étaliers, et puis surtout peut-être quelques idées recettes. Moi, je vous engage vraiment à regarder ce passage qui me paraît important et qui nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. On nous l'avait dit sur ce marché, c'est le cœur battant économique du cœur de ville. Et donc, force est de constater qu'effectivement, depuis sa réouverture, nous voyons de plus en plus de personnes revenir au cœur de ville. J'ai vu beaucoup de personnes, encore pas plus tard que ce midi où je suis passé, des personnes qui découvraient un mois après ce marché pour la première fois. Donc, il reste encore beaucoup de personnes à venir découvrir ce lieu. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à venir tous les jours de la semaine, sur 7 jours sur 7. Alors, il n'y a pas le nombre d'étaliers
Il n'y a pas tous les étaliers tous les jours, parce que nous avons la chance ici, dans ces nouvelles halles de l'abbaye, d'avoir des stands de producteurs. C'est des personnes, des agriculteurs généralement, ou des éleveurs de barons des Cévennes, qui dans la semaine s'occupent de leur exploitation agricole et qui le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche ou l'un de ces jours viennent vendre leurs produits. Des produits donc de qualité, des produits en filière courte, des produits qui nous régalent. Donc c'est aussi ce que nous avons voulu, ce que j'ai voulu dans ce marché, c'est-à-dire faire la part belle aux produits locaux, mais aussi vous pouvez vous y restaurer entre midi et deux. Vous avez des écaillers, vous avez des restaurateurs, vous avez la possibilité de venir passer un bon moment entre amis, en famille. Aujourd'hui, découvrir tous les bons produits, puisque des entrées au poisson, à la viande, au vin, en passant par les huîtres, en passant par tous les produits, le pain, les épices. Voilà, vous trouvez tout sur ce marché. Donc moi, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller découvrir ce marché. C'est Halles de l'Abbaye, qui sont effectivement, je pense, assez exceptionnels. Et dont je suis très heureux et très fier. Mais je veux le redire aussi, parce que de temps en temps, il faut se faire un peu de peut-être pas d'autosatisfaction, mais de satisfecit. Ça veut dire que ces halles de l'abbaye ont ouvert dans le mois qui avait été annoncé, c'est-à-dire j'avais promis, et Max Roustan avant moi, nous avions promis avec Max Roustan d'ouvrir ce marché avant la fin juin 2025. Malgré toutes les difficultés d'un tel chantier, ben, nous avons réussi. Vous voyez qu'il reste encore un peu de travail à l'extérieur, c'est-à-dire mettre la fameuse résille que vous pouvez découvrir sur les maquettes du marché de l'abbaye. Ça va se mettre en place. Ça n'impacte pas le fonctionnement des halles, mais effectivement, elle me tarde, tout comme vous tous, que cette résille puisse être mise en place. Ça va arriver dans les prochaines semaines. Je ne sais pas encore dire quand, mais ce que je sais, c'est que ça va arriver très prochainement. Voilà, donc rendez-vous aux nouvelles halles de l'abbaye. Et pour ceux qui le souhaitent, sur Alès Aglo, l'émission du début août, mardi prochain 19h, vous pourrez découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, tous nos exposants. Voilà, Mike, pardon, Portalier, excusez-moi, je n'aime pas écorcher les noms. Félicitations pour le nouveau véhicule de APM, une grande évolution en vue. Bonsoir, ben merci, cher May. Effectivement, vous savez que la sécurité, en tout cas, est l'une de vos deux principales préoccupations avec la santé sur le territoire. Ça tombe bien, puisque c'est aussi une de mes préoccupations, comme la santé aussi, comme le développement économique. Et donc, je continuerai, comme nous l'avons fait avec Max Roustan depuis des années, à développer les services de sécurité, malgré les difficultés financières. C'est à la fois beaucoup plus d'agents, hein, plus de près de 120 agents aujourd'hui. En tout, un centre de surveillance urbaine parmi sûrement les plus modernes de France, et puis du matériel, des véhicules, l'armement, effectivement, qui à la fois protège nos policiers, mais protège aussi les populations en cas de besoin. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi, et qu'on va continuer avec quand même des résultats assez importants. J'ai eu l'occasion d'en parler ici. En matière d'élucidation grâce aux caméras, en matière d'intervention, je le dis, je le redis, c'est vrai qu'il y a quelques années, le problème notamment dans le cœur de ville, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que le cœur de ville à l'Est, j'y reviendrai tout à l'heure, mais dans le cœur de ville où nous convergeons toutes et tous, parce qu'il nous arrive à tous les habitants d'Alès et du territoire de devoir aller, ou d'aller, ou de vouloir aller au cœur de ville, de la ville d'Alès, et donc ça c'est en toute sécurité, puisque la police municipale qui patrouille, la brigade de tranquillité publique que nous avons mise en place, les moyens de vidéoprotection font que nous sommes en sécurité dans le cœur de ville d'Alès, et qu'en cas de besoin, vous appelez la police municipale et il y a une intervention très rapide des policiers municipaux. Ça me permet de rebondir, mais je vois des questions qui arrivent, notamment de mes bitéroises préférées, qui me souhaitent une belle saison estivale. Je voudrais dire qu'en matière de sécurité, il y a aussi la sécurité routière. Alors j'en parle parce que j'ai reçu des questions, vous savez que j'ai lancé et j'assume, et je porte notamment des opérations de prévention de sécurité routière suite aux deux drames que nous avons connus sur la rocade d'Alès au mois de juin, avec le décès de deux jeunes personnes, une petite fille et un jeune homme de 19 ans.
suite à des comportements routiers plus qu'inappropriés, en l'occurrence, avec des drames humains, ce dont je ne peux pas, comme père, comme grand-père, bien sûr me satisfaire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, mais en liaison bien sûr avec le sous-préfet, dont c'est le rôle, en liaison avec le commissaire divisionnaire de la police nationale, dont c'est la mission, de mener avec la police municipale des opérations de sécurisation. Je l'ai assumé sur mes réseaux sociaux. Alors, on m'a dit, oui, il y a des gens qui font des commentaires, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que sur plus de 80 ou 90 000 vues, où j'explique de quoi il s'agit, j'ai plus de 2000 likes, comme on dit, et quelques commentaires désagréables. Mais vous savez, être maire, c'est aussi prendre des décisions qui parfois ne sont pas faciles à prendre. Je le dis, je le redis, je ne suis pas maire pour verbaliser, pour punir, je suis maire pour protéger. Et protéger la vie, c'est la première de mes missions. Et contrôler la vitesse, montrer que la police municipale est présente pour contrôler la vitesse là où, globalement, on met en danger la vie de nos concitoyens, me paraît important. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place des opérations de sécurité routière. Donc, je peux vous livrer quelques chiffres. Alors, j'ai entendu, on s'est gausé sur le fait qu'on faisait les contrôles à des heures où il y avait du monde et tout ça. Non, non, on ne fait pas que ça. Mais effectivement, on est présent toute la journée, même si parfois il est difficile de rouler vite sur cette rocade. Au total, depuis le 16 juin à ce jour, c'est 327 infractions qui ont été relevées. Alors de tout type, hein, bien sûr vitesse, je vais y revenir, mais effectivement aussi comportement dangereux sur la route, pot d'échappement non conforme pour le bruit. Je sais que j'ai des questions là-dessus, donc quand on est présent, la police municipale, bien sûr, interpelle les véhicules qui ne sont pas conformes, des débridages de cyclos, des défauts d'équipement pour les cyclistes, des pneus lisses, des refus d'obtempérer. On a eu quand même un refus d'obtempérer. C'est quand même hallucinant en 2025 d'avoir des refus d'obtempérer, des changements de voie sans avertissement, bien sûr, qui est prohibé par le code de la route. Et puis en matière de vitesse, je veux vous dire quand même que malgré tout cela, on a eu on a en moyenne 47 infractions par semaine. Donc, sanctionner les personnes qui dépassent parfois très largement, puisque vous imaginez entre 40 et 50 km/h de plus, c'est-à-dire entre 90 et 100 km/h sur la rocade, on a eu trois sanctions, entre 30 et 40 km de plus, c'est-à-dire entre 80 et 90 km/h, c'est 13 infractions sur ces semaines, et puis 11 entre 20 et 30 km/h de plus, une dizaine avec moins de 20 km/h au-dessus des 50 à l'heure, qui sont la vitesse en ville. Alors j'entends là aussi, parfois on me dit, ouais, mais la rocade à 50, c'est la ville la rocade. C'est pas moi qui fais les codes de la route, c'est pas moi qui fais les lois dans ce pays. Et en ville, on doit rouler maximum à 50 km/h, c'est le code de la route français, parfois c'est 20, parfois c'est 30, et être présent ici comme ailleurs. Et je veux le redire aussi, il n'y a pas que sur la rocade que nous faisons des contrôles de vitesse, il y a partout en ville, parce que dans les réunions de quartier que nous faisons régulièrement avec Max Roustan, c'est l'une des principales demandes dans les quartiers, c'est le problème de vitesse. Avec la mise en place de dodanes, j'ai vu des questions encore pour qu'on mette en place des dodanes, qu'on fasse des contrôles, qu'on fasse des chicanes. Alors petit à petit, on va effectivement continuer à développer tous les organes techniques, dodanes, chicanes, qui permettent de couper la vitesse, et puis également les contrôles qui permettent de sanctionner. Vous savez, quand vous faites arrêter et que vous perdez un coup de 2, 3 points, ça vous calme. Et donc, c'est un effet dissuasif, et peut-être qu'en faisant ça, on sauve aussi des vies. Et on sauve peut-être aussi le permis du conducteur, de la conductrice qui obtempère. Une fois de plus, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas ce que je préfère dans le boulot de maire, mais je me dois de le faire parce que c'est une demande majoritaire et parce que nous avons collectivement, ensemble, à protéger les gens. Et je veux le dire aussi, c'est-à-dire que moi, j'appelle toujours au civisme. Vous savez, on parle beaucoup de civisme. On dit les problèmes de civisme, on jette les papiers par terre, on fait déféquer son chien, un truc, on ne gère pas ses poubelles. Et vous savez, c'est ce qui nous empoisonne la vie. Et d'ailleurs, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est à peu près la majeure partie des questionnements que vous me posez, c'est par rapport à ces, comment dire, à ces pratiques aujourd'hui individuelles qui sont pas du tout civiques. Et donc, j'en profite à chaque fois, mais vous savez, c'est comme avec un bâton de pèlerin, il faut répéter. Je pense que la vie en société, la qualité de vie, ça passe par un effort individuel. Vivre en société, c'est chacun faire un effort, et j'en appelle effectivement toujours à faire cet effort dans le tri, dans la propreté, dans la vitesse, voilà, dans tout ce qui se passe. D'ailleurs, les campagnes de sensibilisation qu'on a développées
effectivement sur la ville. Alors, puisqu'on est toujours dans ces domaines et que ça arrive, et je vous remercie, donc nous avons, voilà. Carole, sympa. Pouvez-vous aussi faire des contrôles concernant le bruit? C'est open bar la nuit, n'en parlons pas. Alors Isabelle des Logis qui dit oui, absolument, la ville est très bruyante. Que vous dire? Vous dire deux choses. La première, c'est que à la fois, nous avons formé la police municipale pour lutter contre le bruit. Et nous avons les appareils qui sont nécessaires parce qu'on n'arrive pas en disant tiens, il fait du bruit, on vous sanctionne. C'est pas ça la loi. La loi, c'est contrôler des sonomètres, des agents assermentés qui doivent relever le bruit qu'ils constatent. Quand vous voyez une voiture passer rapidement, si à ce moment-là la police municipale n'est pas avec son sonomètre, c'est très compliqué, ici comme ailleurs, de lutter contre le bruit. C'est pour ça que les vitesses basses, c'est moins de bruit. Ouais, donc c'est plus facile de choper une voiture qui va trop vite parce qu'avec un radar on arrive à la choper plus facilement et donc faire du bruit parce que plus on va vite, plus on fait de bruit, que malheureusement être avec son sonomètre et en plus la loi sur le bruit est très complexe. Mais je peux vous garantir que la police municipale notamment est très très mobilisée autour du bruit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a intercepté des cyclos pour des débridages, pour des pots non conformes et on y travaille. Mais on ne peut pas avoir tout le monde. Voilà, avec 120 agents, ça fait à peu près par jour au moins 20-30 agents en permanence sur le terrain. Ils ne peuvent pas être partout au même endroit. Et puis, vous savez comment ça se passe. Quand on voit la police, plus on lève le pied. Et puis quand on ne les voit plus on réaccélère. Et où on fait plus de bruit. Donc c'est très compliqué, mais vous avez raison. Alors de là à dire que la ville est très bruyante, alors peut-être qu'il y a des quartiers plus particulièrement où il y a du bruit. C'est pas en permanence, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans les grandes métropoles tout de même. Je crois qu'il faut aussi parfois comparer, mais c'est vrai qu'il y a des quartiers où c'est plus bruyant que d'autres. C'est vrai qu'il y a de temps en temps les jeunes qui font les azous à des heures où ils ne devraient pas les faire, sur des cyclomoteurs avec des voitures, effectivement. C'est pas toute la nuit, mais ça peut perturber, j'en suis d'accord. Vous savez, si vous avez la solution pour voilà, il faut me la donner. Surtout, n'hésitez pas, vous m'envoyez, vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez, je serai preneur. Et si vraiment je peux trouver la solution avec vous, on en parle souvent d'ailleurs avec les maires. C'est très complexe de lutter contre le bruit. C'est très complexe, voilà, dans un état de droit, comme on dit. On ne peut pas faire. Je ne suis pas shérif, je dis souvent, je n'ai pas d'étoile là, où j'arrive dans la rue, avec mon sifflet, allez hop, qu'est-ce que vous avez fait du bruit. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais enfin, vous pouvez compter sur moi pour réprimander personnellement celles et ceux qui exagèrent en tant que maire et donc officier de police judiciaire. J'ai cette capacité et je le fais. Là aussi, c'est pas ce que je préfère, mais je le fais parce que s'il en est de ma responsabilité. Voilà, donc Jessica Bouziane, bonjour Jessica. Donc voilà, enfin pour finir, pas pour finir, parce que le bruit c'est assez récurrent comme demande, surtout l'été. C'est vrai que l'été on dort les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud et c'est vrai que le bruit est assez gênant. Vous savez, mon appartement au cœur de ville, le matin, j'ai les balayeuses à 5h, 6h du matin qui nettoient la ville. Alors, on dit que la ville est sale, mais le matin, les balayeuses, ça nous réveille. Bon, à 5h, je suis réveillé. Mais bon, c'est vrai que ça peut être pénible. Après, la nuit, j'ai quelques cris. Et là où je suis, je peux vous garantir que ce n'est pas le quartier le plus calme d'Alès. Alors, je reviens à Jessica. Bonsoir, vous avez la sécurité au cours du mois de juillet. Il y a eu des concerts au Cévennes non déclarés, bien sûr. Tout le monde sait, pour faire la pub à certains grands réseaux de trafiquants de drogue, je ne cite pas le nom, mais tout le monde le sait. Que comptez-vous faire contre cela? Vaste sujet, qui me, comment dire, qui m'inquiète. Je crois qu'on est tous à regarder ce qui se passe dans d'autres villes à la télé le soir aux informations, avec de plus en plus de comportements agressifs, voire des meurtres, voire des tirs en rafale, voire des points de deal, ce qu'on appelle le narcotrafic. Je crois que la ville d'Alès, qui est un peu protégée jusqu'à présent, ne vit pas en dehors du monde. Je le regrette. Vous savez, comme je dis souvent, déjà, il faudrait quand même qu'on commence par regarder pourquoi il y a des trafiquants de drogue et qu'on se pose collectivement la question. Et je le dis souvent à nos gouvernants, vous savez déjà, s'il y a des gens qui vendent de la drogue, c'est parce qu'il y en a qui en achètent. Et donc il y a des gens qui se droguent.
Et donc, le marché est complexe à gérer, hein, parce que si vous avez des gens qui veulent de la drogue, vous avez des gens qui leur en vendent puisque c'est pas légal. Et c'est là où il y a du narcotrafic, c'est là où il y a des points de deal, comme on dit. Et donc, c'est complexe. Donc, est-ce qu'il faut emprisonner tous les drogués ou tous ceux qui fument un pétard ou autre chose de temps en temps pour limiter le trafic de drogue? J'en sais rien. En tout cas, c'est pas ce qui est décidé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre les points de deal et contre l'arrivée qu'on annonce de certains dealers. Sachez juste une chose, je ne peux pas tout dire bien sûr ici en direct parce qu'il y a des choses auxquelles je suis soumis bien sûr au secret, mais sachez qu'il n'y a rien qui ne se passe sans que ce soit regardé de très près par les autorités compétentes. Là aussi, je disais tout à l'heure, s'il n'est pas de mon ressort, de ma compétence, d'aller lutter contre tel ou tel point de deal. On peut le regretter, mais enfin, c'est aussi la loi française. Vous savez, il y a des parquets, il y a des tribunaux, il y a de la police, il y a de la gendarmerie. Et je peux vous garantir qu'en tout cas, le procureur d'Alès, Abdelkrim Grini, est très actif concernant les problèmes de drogue, de deal. Pas plus tard que cet après-midi, il y a eu encore des interpellations. La semaine dernière, 5 interpellations et inlassablement, les services de police travaillent à démanteler des réseaux de trafiquants, des réseaux de dealers pour la sécurité. C'est extrêmement compliqué, hein. Je ne vais pas parler de villes voisines, mais vous voyez ce qui s'y passe. C'est quelque chose qui est pour moi préoccupant, comme pour vous, je le sais. Mais sachez qu'on ne reste pas du tout inactif et j'engage la police municipale aux côtés de la police nationale. Il y a eu une opération il y a quelques semaines de grande ampleur. Plus de 10 trafiquants ont été interpellés avec la présence du RAID, des CRS, de la police nationale, de la police municipale. Voilà, on lutte contre ça et c'est une lutte, j'espère qu'un jour trouvera sa fin pour la tranquillité publique et pour que ceux qui prennent malheureusement de la drogue puissent en sortir, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que ça dépend vraiment du parquet d'Alès notamment, ou des parquets d'autres villes qui travaillent sur tout ça. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais j'espère que tout évoluera bien. En tout cas, c'est vrai quand on se compare là aussi, pour l'instant on ne parle pas d'Alès au niveau national comme on parle d'autres villes, mais je touche du bois en disant ça, parce qu'il ne faut pas que ça parte en sucette. Et j'ai échangé avec le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours à ce sujet pour lui demander effectivement de ne pas oublier Alès dans la lutte contre ce narcotrafic. Laurent, attendez, ça saute de partout, oui, parce que le civisme, c'est... Alors, Laurent Charles Thibault, le civisme, c'est d'abord à ceux qui sont détenteurs d'une autorité publique d'être exemplaires. Je pourrais relater les comportements choquants de policiers municipaux. Bah, écoutez, cher Laurent, j'ai tendance à dire, si vous voyez des comportements choquants de policiers municipaux, il faut les dénoncer. Vous m'écrivez, vous me donnez les éléments, et puis voilà, il ne suffit pas de dire par un message laconique qui veut tout dire et rien dire, voilà, qu'est-ce que son comportement, quels policiers municipaux, et s'il s'avère que les policiers municipaux, comme tout autre agent public, fait des choses qu'il ne faut pas faire, ils seront sanctionnés. Voilà. Donc moi, je veux bien qu'on jette l'opprobre sur tout le monde. Vous savez, c'est assez facile. Hein. Mais la réalité, c'est qu'il faut me donner des faits. Moi, vous savez, à partir de quelque chose comme ça, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, des policiers municipaux, je ne vais pas mettre tout le monde à l'amende sans savoir où, quoi, comment. Et après, je ne dis pas que c'est pas vrai. Et je dis juste qu'il faut m'en dire un peu plus. Vous pouvez m'écrire et me donner des faits. Et je peux vous garantir que s'il y a des faits avérés, bah, les sanctions seront données à qui de droit. Réjeanne Rémy bonsoir. Comment pourriez-vous prendre en compte les tags sur les façades? Grande question. On l'a pris en compte déjà par le passé. Il se trouve que on s'est retrouvé un peu ennuyé parce que les façades, c'est le privé. Et donc, la puissance publique ne peut pas intervenir chez le privé comme ça. Et donc, je ne peux pas, à part sur les bâtiments publics, où nous avons une équipe de détagueurs, mais sur les bâtiments privés, en fait, la collectivité ne peut pas intervenir. C'est à chacun des propriétaires. Alors, je sais, c'est pas facile, mais si demain je vais sur votre façade, je vois un tag et je l'enlève, vous pourrez vous retourner contre moi en disant de quoi je me mêle. Ce tag, il m'allait bien et je vous ai rien demandé. Et donc, je fais comme une infraction au sens de la loi, puisque les façades sont privées. Par contre, les façades publiques, oui, si vous avez des façades publiques, parce qu'on ne peut pas tout nettoyer peut-être dans le temps, mais on le fait autant que faire se peut avec nos moyens. Mais voilà, mais c'est vrai que les tags sont une vraie catastrophe pour... je sais pas, il y a des périodes où ça
où ça augmente beaucoup et je le regrette. Alors, sachez aussi que la vidéoprotection nous permet là aussi d'interpeller lorsqu'il y a des caméras dans les rues. On a plus de 220 caméras en ville quand même, de pouvoir faire des procédures, saisir le procureur de la République pour à minima faire condamner ou faire réparer ces tags lorsqu'ils sont faits, lorsque nous pouvons interpeller les fauteurs de troubles. C'est une infraction, et c'est une infraction quand elle est déclarée, là aussi elle doit être punie. Kevin ailleurs, bonsoir Kevin, il a plein d'ordures, que pouvez-vous nous faire pour arrêter les déchets d'ordures jetés à côté des poubelles? Ah, encore, mais vous voyez Kevin, quand j'en parle depuis plusieurs années de dire qu'il faut qu'on fasse tous un effort, c'est vrai, vous avez raison, et j'y passe très régulièrement, là aussi, quand je fais mes tours de ville, et je constate, notamment Kébélina, vous avez raison, que comment dire, les endroits où on a les poubelles, les bacs de 770 litres, il y a beaucoup, beaucoup d'encombrants et de gens qui mettent les poubelles à côté. Ça me met dans une rage folle. Il suffit parfois de soulever un couvercle. Il suffit pour les encombrants de téléphoner au numéro vert qui vous donne un rendez-vous. On vous dit quand est-ce que vous sortez vos encombrants et le service des encombrants, ça coûte excessivement cher d'ailleurs à la collectivité, donc à nous tous, vient ramasser gratuitement vos encombrants. Mais certains encore ont la flemme de passer un coup de fil et déposent. Sachez que justement on a des brigades, et j'ai mis en place une brigade d'environnement qui tourne dans la ville et qui fait retirer cela. Et je pourrais vous garantir, puisque on me tient un listing des interventions, on va dire, de déchets sauvages, puisqu'en l'occurrence c'est des dépôts sauvages, c'est impressionnant le nombre de ramassages de dépôts sauvages que nous faisons sur la ville et des autres communes sur l'agglo. C'est impressionnant. Et vous dire aussi qu'à chaque fois qu'il y a des dépôts sauvages, nous essayons de trouver les personnes qui ont fait ces dépôts sauvages et nous essayons pour les verbaliser, puisqu'un dépôt sauvage aujourd'hui est passible d'une amende, entendez bien, de 1 500 euros. Et il nous arrive de verbaliser les personnes lorsqu'on arrive à les identifier pour mettre 1 500 euros. Là aussi, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas la ville, c'est pas le maire qui dépose, c'est pas vous en l'occurrence, mais ce sont des gens à qui il faut parfois apprendre ou réapprendre plutôt les bonnes manières d'une vie en société. Ça me met en colère. C'est vrai qu'il y a certains quartiers plus que d'autres. Il y a des quartiers où il n'y a pas ce genre de phénomène. Et le Kébélina, effectivement, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le nombre d'interventions que nous prenons, notamment les meubles démontés. Alors là-bas, les vieux meubles, on les démonte, encore on les démonte, c'est pas mal parfois, et on les met à côté des poubelles. Les poubelles, on doit trier dans les poubelles. C'est 27 millions d'euros chaque année qu'on jette à la poubelle, de notre argent. Et il en manque toujours plus. Donc là aussi, il faut faire quand même un effort. Bernard Gauthier, bonsoir, où en est le contournement Saint-Christol-les-Alès SVP? Cher Bernard, ça continue pour ma part. Ça veut dire que l'agglomération est toujours porteuse de ce projet qui a été attaqué au tribunal administratif. Donc il faut attendre que la justice se prononce. Et puis parallèlement, on continue les études. On a continué à mettre au budget les études et on continue d'obtenir de nos partenaires, à savoir région et département, les financements, puisque ce contournement doit être cofinancé entre l'agglomération d'Alès, le département du Gard et la région Occitanie. Et pour l'instant, tout ça n'est pas encore bouclé, mais tant que de toute façon le tribunal administratif n'a pas tranché, vous savez qu'il y a quelques personnes qui s'opposent à ce contournement qui est prévu depuis 70 ans. Ces mêmes personnes qui savent depuis plus de 70 ans pour les plus âgés d'entre elles qu'il y aura un jour un contournement. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est nos élus, toutes tendances confondues, depuis des années, qui pensent que Saint-Christol, plus grosse commune après à l'est de l'agglomération, a besoin d'avoir un contournement, donc dans un endroit qui a été inscrit dans les plans d'urbanisme depuis des années, ce qu'on appelle des emplacements réservés. Et là, plus on approche de la réalité, plus les gens... Vous savez, on est un pays où, en fait, on n'accepte plus rien. En fait, on veut tout, mais on veut rien comme embêtement. On le voit avec la 69, on le voit avec la LGV. Voilà. Moi, je ne comprends pas toujours ce qui se passe. On fait des investissements. Je rappelle que cette rocade Saint-Christol, c'est pour diminuer la pollution, notamment pour les habitants du village de Saint-Christol, c'est pour fluidifier la circulation, ça aura donc un effet sur l'environnement, parce que moins de gaz à effet de serre produit à la pyramide, c'est aussi de l'environnement. Vous savez que la pyramide de Saint-Christol, c'est l'endroit le plus pollué au niveau atmosphérique d'Alès, enfin de l'agglomération d'Alès.
Donc la rocade doit avoir un effet sur le... Tant qu'on n'interdit pas la voiture, et j'espère pas qu'on interdira la voiture, parce que je ne sais pas comment on fera pour se déplacer, eh bien il faudra des routes. Et oui, là aussi, il faut qu'on comprenne que quelque part, les routes, surtout que les routes que nous faisons en 2025, c'est des routes avec quand même des normes environnementales, on compense. Voilà, vous savez, je ne suis pas un bétonneur pour un bétonneur, mais à un moment, voilà, quand on va expliquer aux gens, ben, vous ne pouvez plus vous déplacer parce qu'on ne peut plus aller, comme c'est le cas dans certaines métropoles, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus rentrer en ville avec sa voiture, on peut plus, il y a des bouchons partout. Je suis pas sûr que ça rende la vie beaucoup plus agréable pour les habitants, hein, du moins quand on les interroge. Ils sont assez favorables à développer ce genre d'infrastructure. Pas par plaisir, là aussi, que nous faisons des routes, c'est par besoin, par nécessité, et c'est surtout voulu par nos ancêtres, par les habitants aujourd'hui, par les élus de l'époque, par les élus d'aujourd'hui, et voilà, donc ça avance, et j'espère que les tribunaux nous validerons tout ça. Et puis écoutez, bon, vous savez, je suis un légaliste, si le tribunal dit oui, c'est oui, s'il dit non, bah, écoutez, on fera appel, et puis on verra bien de quoi il s'agit. Alors, on continue. Alors, Michette, bonsoir, monsieur Rivin. Suite aux nouvelles prérogatives mises en place pour les ordures ménagères, pensez-vous modifier les endroits de dépôt des conteneurs qui donnent sur la route et qui sont réellement sécurisés face à la circulation? Merci. Alors, je ne sais pas d'où vous parlez comme coin particulier. Euh, il aurait été bien de me donner la rue, mais vous pouvez m'envoyer un message. On essaie, effectivement, alors ce ne sont pas les nouvelles directives ou les prérogatives pour les ordures ménagères, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sécurité nous contraint de déplacer certains ramassages qui étaient parfois individuels dans les impasses ou dans les impasses privées, où nous n'avons pas le droit vraiment d'aller, de regrouper à la sortie des impasses les poubelles, et on fait tous un effort pour ramener dans ces poubelles. Ça fait gagner du temps aux éboueurs, ça fait gagner de l'argent aussi, mais effectivement, il ne faut pas que ces containers, on va dire, ces bacs de regroupement collectif, comme on dit, soient dangereux pour les habitants. Donc je ne sais pas, donnez-moi, cher Michel, l'adresse, et on va regarder effectivement si... S'il s'avère que l'endroit dont vous parlez est dangereux, bah, bien sûr, je ferai déplacer. Ça nous arrive souvent de faire déplacer parce que parfois on les met à un endroit, les services vont mettre à un endroit. On s'aperçoit que c'est pas idéal, soit ça gêne quelque habitation, soit c'est pas en sécurité. Donc, dans ce cas-là, bah, écoutez, on les déplace. Donc, faites-moi savoir où c'est. Et si vraiment il y a une autre solution et si c'est dangereux, bah, c'est avec plaisir que je vous donnerai satisfaction. Bonsoir, monsieur Rivinc. Bonsoir, Aurélie. Voilà, il n'y a pas de questions sur ce message. Sur le Kébélina, d'ailleurs, j'avais une question qui m'avait été envoyée par Madame Le Sueur également, sur justement aussi ce problème de non-respect, non-respect des lieux sur les poubelles, mais également d'aménagement. Il y a une voie verte. Alors, madame, vous me demandez tout simplement d'arrêter la voie verte, de planter des arbres sur la voie verte. Compliqué. Si en vélo, ça va être compliqué de tourner autour des arbres, donc non, soit c'est une voie verte, soit ce sont des arbres, ou alors elle est suffisamment large, comme c'est le cas sur l'autre partie du Gardon, sur le quai de la brigade du Languedoc, au sud à l'est, qui mène à la rocade sud. Effectivement, il faut que ce soit assez large pour planter des arbres. Partout où nous pouvons planter des arbres, nous plantons des arbres. Après, il y a un sujet technique, bon, c'est un peu complexe peut-être à expliquer ce soir en Facebook Live, mais un sujet technique sur les digues et sur les berges, parce que quand vous plantez un arbre en bord, ben, ça fait travailler aussi les berges du Gardon, et ça peut poser souci. Donc on ne peut pas faire comme on peut, comme on veut. Alors il y a des arbres qui ont été plantés il y a très longtemps, mais c'est vrai que là où il n'y en a pas, c'est un peu compliqué. Après, Kébélina, on l'a retraité complètement, on a retraité la route, on va mettre des ralentisseurs, hein, je l'ai dit. Voilà, alors là aussi, c'est vrai que j'ai eu à la réunion de quartier beaucoup de demandes pour casser la vitesse. C'est vrai que c'est une longue ligne droite sur laquelle on peut aller très vite, malheureusement, donc on va couper la vitesse. Mais là, j'ai des plaintes de gens qui me disent ouais, mais les deux roues, les ci, les mi, c'est dangereux. Et on peut jamais faire plaisir à tout le monde à la fois. Pour autant, je ne peux pas vous dire que la sécurité routière, c'est une de mes priorités, et pas faire en sorte de sécuriser. Donc oui, il va y avoir des aménagements. C'est important, me semble-t-il, de développer les voies vertes. C'est beaucoup demandé. Vous savez que nous avons un plan au niveau de l'agglomération de plus de 12 millions d'euros pour développer les voies vertes et permettre à ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent, de pouvoir venir sur Alès ou au collège ou au lycée ou travailler ou faire ses courses en vélo. Donc la première voie, les travaux vont commencer cette année, c'est entre Saint-Julien-les-Rosiers, Saint-Martin, Alès,
Voilà, après, ça va être tout autour de l'agglomération, et puis nous allons continuer, avec les moyens qui seront les nôtres, à développer les voies vertes. C'est comme ça. C'est vrai que vous parlez de respect sur les piétons, c'est vrai, mais on revient au problème d'incivilité. Je ne peux pas être partout avec un petit radar ou une petite un carnet APV pour sanctionner tout le monde, je le regrette. Bon, c'est bien aussi, on est quand même dans un pays en liberté, on peut pas. Voilà, mais voilà. Par contre, vous me dites que votre époux a été molesté. Voilà, écoutez, j'en suis à la fois navré. J'espère que la justice fera son boulot et je ne doute pas que le procureur mènera à bien cette plainte qui a été déposée pour donner droit à votre mari. C'est intolérable. La violence est intolérable, je le dis. Vous avez tout mon soutien, bien sûr. Voilà. Bon, route d'Anduze, oui, mais voilà, je reviens à Michel Testu. Il me semblait bien que c'était route d'Anduze. On s'est vu lors de la réunion de quartier sur la prairie et on avait parlé effectivement au niveau du restaurant L'Esprit d'Aimer. Donc je voulais être sûr du coup pour pas raconter une bêtise, mais il y a une réflexion qui est faite pour essayer de déplacer. Après, on n'a pas, il faut de l'espace public pour poser les deux. On n'a pas malheureusement toujours la place idéale pour les mettre, mais il faut bien ramasser les poubelles. Je rappelle une nouvelle fois que les poubelles, c'est pas moi ni sauf à titre personnel qui les produit, c'est chacun d'entre nous. Et que globalement, ben, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts. Donc oui, il y a une réflexion, hein, cher Michel Testu, il me semblait bien que c'était vu là-bas. Voilà. Euh, Olivier Mignot, bonjour monsieur le maire. Quelle est votre politique par rapport à la culture pour particulièrement du point de vue de l'offre muséographique? Peut-on imaginer un axe fort sur cet aspect dans les prochaines années, faciliter l'accès à la culture aux jeunes publics? Milieu scolaire est une piste politique envisageable pour, bah, bien sûr, cher Olivier. Enfin, j'espère quand même, si vous vous intéressez un peu à la vie du territoire, que vous connaissez mon engagement pour la culture, mais pas que pour la culture, pour le sport, pour la culture, pour le développement économique, pour la santé, pour la sécurité. Et la culture fait partie bien sûr de mes engagements. J'avais candidaté, je vous le rappelle, pour que nous devenions capitale française de la culture. Nous avons fini deuxième, c'est quand même pas mal. Nous sommes bis-capitale française de la culture. Et qu'au sein de cette candidature, ben, effectivement, il y a une valorisation de nos musées. Alors, d'une part, nous avons la chance d'avoir des musées de grande qualité sur ce territoire, qu'ils soient publics ou privés, hein, rien que sur la ville d'Alès. Je vous engage, j'espère que vous avez été toutes et toutes voir l'exposition à Leschinski au musée Pierre-André Benoît, une exposition magnifique, une exposition de niveau international qui regroupe sur sa proposition beaucoup d'œuvres du grand peintre Alechinsky, qui avait un lien particulier, vous le savez, avec notre ami Pierre-André Benoît. Effectivement, il y a Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard. Et puis, vous avez aussi le Colombier sur Alès, mais vous avez d'autres musées, le musée du désert à Mialet, vous avez le musée du Scribe à Saint-Christophe. Voilà, nous sommes un territoire de musées dans tous les domaines. Donc, effectivement, j'aurai l'occasion dans d'autres lieux de vous présenter. Je suis en train depuis plusieurs années de travailler justement à ce qu'on appelle avec la conservatrice des musées, de projet scientifique et culturel du musée Colombier. Et j'ai un grand projet avec Max Constant depuis des années que je porte aujourd'hui, c'est de faire un musée de l'histoire d'Alès autour de ce qu'est le Colombier aujourd'hui, et nous travaillons à trouver un lieu sur lequel nous pourrions faire cet investissement et qui nous permettrait, avec les moyens qui sont les nôtres, de mettre un musée. On en reparlera. Donc les réunions ont lieu, hein. J'ai déjà un cabinet d'études qui regarde, alors on a plein de réflexions pour savoir, et en tout cas, vous savez que nous avons mis en place, hein, dans les deux musées d'Alès des intervenants qui accueillent les classes. Nous avons deux agents qui accueillent les classes, à la demande bien sûr des enseignants, c'est pas moi qui dis aux classes de venir, mais les enseignants, et qui permettent de venir découvrir les musées, ces œuvres, et parler culture. Donc oui, c'est un engagement, je crois, très important qu'on puisse développer cet accès à la culture pour tous. C'était vraiment le slogan de notre capitale française de la culture, comme je soutiens tous les festivals. Bien sûr, on a eu la semaine dernière Jazz au Parc, où j'étais, Lolélala cette semaine. On a eu Élise ou la couleur de Dieu, qui a été joué sur Alès ces deux jours précédents, qui va être joué à Anduze, qui va être joué à Mialet, sur le territoire, qui va aller encore. Et je vous engage vraiment à aller voir cette pièce qui est magnifique, écrite par Lionel Astier, mise en scène par Monsieur Rouvière, et avec des acteurs magnifiques. Hein. C'est une pièce qui suit les Camisards, qui avait déjà écrit Lionel Astier, qui avait été joué il y a quelques années. Il y a Les Fous Chantants en cours, avec les deux concerts, vendredi et samedi d'ailleurs. Faites-moi penser à répondre, puisque j'ai une sollicitation aussi par rapport
aux désagréments que peuvent causer ces festivités. Il y a les concerts, ici et ailleurs. Il y a eu le festival de jazz Saint-Jean-du-Pin. Enfin voilà, nous sommes un territoire de culture. Et là aussi, quand on se compare, je le dis souvent, parce que c'est vrai que tous les soirs, il y a quelque chose sur ce territoire. Les concerts de jazz au Bosquet, dans la cour du Fort Vauban, enfin j'en oublie, les mardis de l'humour, les tributes qui viennent. Alors là, on n'est pas de la culture, mais demain soir, j'en profite de dire l'élection de Miss Languedoc. Place de la mairie, c'est gratuit, c'est bien sûr accessible à toutes et tous. C'est pas culturel peut-être, mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui attire aussi beaucoup d'habitants du territoire. Voilà, il y a une vraie programmation culturelle au sein de nos musées et il y a le cratère, bien sûr. Il y a le pôle national des arts du cirque. Ouais, si on commence le cratère dont les travaux vont commencer dans quelques mois, qui sera rénové totalement, c'est 12 millions d'euros. Voilà, donc oui, la culture, c'est quelque chose d'important. Oui, je défends la culture. C'est un langage universel dont nous avons besoin par les temps qui courent et de faire connaître à nos jeunes. Se cultiver aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, il y a les mosaïques, puisque vous parlez de musée. Et je pense que pouvoir vous annoncer aujourd'hui que, comme on s'y est engagé, avant la fin de cette année, nous allons d'une part exposer la fameuse mosaïque que nous avons trouvée il y a une douzaine d'années, qui a été restaurée, et donc on cherche le lieu, et j'ai peut-être trouvé un lieu qui pourrait, d'ici le mois d'octobre, accueillir cette mosaïque à découvrir par tout le monde, et puis la nouvelle mosaïque trouvée par nos amis de l'INRAP aujourd'hui dans le cadre de fouilles préventives sur l'oppidum de l'Ermitage, dans un superbe état, et d'ailleurs, Monsieur Mignot, ça me parle votre nom, voilà, qui est partie, qui a été extraite, qui est partie en rénovation, qui appartient à l'État aujourd'hui, et je sais que l'État va la remettre à disposition de la ville. Et ce genre d'éléments culturels qui datent, enfin c'est pas vous que je parle en l'occurrence, puisque vous en savez sûrement plus que moi, mais ce sont des mosaïques, il faut bien prendre conscience que c'est des mosaïques qui datent entre moins 100 et moins 200 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, alors qu'à Nîmes, par exemple, et je ne compare pas, mais à Nîmes, c'est souvent des mosaïques qu'on voit à la Maison Carrée qui datent entre 50 et 150 après Jésus-Christ. Donc c'est des mosaïques bien intérieures à celles qu'on trouve un peu partout en France. Ça fait partie des plus anciennes mosaïques aujourd'hui qu'on trouve dans notre pays, qui sont aussi le témoignage d'une ville qui a vécu dans cette époque-là, avec voir la richesse de ces mosaïques qui nous permet tout simplement de dire qu'Alès a eu une vie bien avant les mines, bien avant la soie, bien avant les camisards. Et oui, Alès est une ville d'histoire. Et ce musée que j'espère pouvoir faire sera l'occasion aussi de raconter cette histoire, on va dire, plus qu'ancienne, de plus de 2500 ans quasiment, et qui fait le territoire extraordinaire aujourd'hui qui est devenu Alès avec ses Cévennes extraordinaires. Voilà, nous en reparlerons, mais je suis passionné par ça, vous l'imaginez bien, et je pense qu'aujourd'hui, mettre en relief, en valeur son passé, explique aussi le présent, éclaire l'avenir, comme disait quelqu'un de très célèbre, et voilà, en tout cas, sachez, vous pouvez compter sur moi. Voilà, alors puisque, voilà, je regarde l'heure un peu, 19h53, vous voyez, on se laisse griser alors aussi beaucoup de questionnements, à jeudi, Brandon, ouais, à jeudi, Brandon, on va faire un petit bœuf, voilà. Il y aura aussi d'ailleurs le 15 août, hein, c'est Car, hein, je vous engage à venir voir toutes ces vieilles voitures toute l'après-midi, ces anciennes voitures, pas ces vieilles voitures. Donc qui défileront en ville le samedi, le 15 août, je ne sais plus quel jour c'est, avec le soir, bien sûr, un concert avec Bonnet M, avec le feu d'artifice du 15 août. Voilà, oui, parce que j'avais une question sur le feu d'artifice, et j'en profite pour répondre et assumer, bien sûr. Vous savez que les feux d'artifice, effectivement, ça a un coût. Bon, à peu près 20-25 000 euros par feu d'artifice, hein, je crois à peu près de mémoire, on n'est pas très loin. Mais les retombées économiques sont colossales. Pour ceux qui ont vécu le 14 juillet, plusieurs milliers, pour ne pas dire plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont consommé dans les restaurants le feu d'artifice est vite amorti. Hein. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de 20 000 euros qui est consommé dans la ville. Et quel est l'objectif de ces feux d'artifice, ces animations en général? C'est de donner la possibilité aux commerces, aux restaurants, aux bars, bien sûr, de pouvoir avoir cet afflux de touristes
que nous avons l'été, et c'est un objectif économique, hein, c'est pas juste pour tirer 3 pétards ou 10 pétards, mais voilà, c'est un investissement aujourd'hui qui retombe. Si, je peux vous garantir, puisque j'ai souvent ces interpellations, si demain on fait plus de feux d'artifice, je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup de commerçants qui feront un peu la boude, parce qu'ils ils perdront du chiffre d'affaires, et vous savez que c'est beaucoup d'emplois aussi sur le territoire. Un territoire, il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc c'est pour ça que nous continuons en toute sécurité, je vous rassure. Kevin, ailleurs, pourquoi y a-t-il plus de marché nocturne généralement prévu à l'Est le mercredi soir l'été? Je suis bien d'accord, Kevin. Pourquoi il n'y a plus de marché nocturne? Parce que, vous savez, pour faire un marché nocturne, il faut que tout le monde joue le jeu, tout le monde ouvre en même temps, et c'est très compliqué, semble-t-il, d'organiser ça. On a un objectif pour l'année prochaine, puisque cette année, on n'a pas été en capacité, quand je dis on, c'est pas la mairie, mais ceux qui ont porté la chose n'étaient pas en capacité d'avoir tout le monde avec eux. Je ne désespère pas, j'aimerais beaucoup les mercredis d'Alès. Je sais que beaucoup y sont, en tout cas on pourra compter sur moi pour accompagner, bien sûr, le marché du mercredi si on arrive, si on arrive à monter tout cela. Oui, alors il y a bien sûr des messages, hein, je dis, j'y réponds même pas, je rappelle aux gens effectivement que j'essaie de répondre aux vrais messages. On va rentrer dans une période un peu complexe, donc je sais qu'il y en a certains qui vont s'amuser à dire des choses un peu ridicules. Quand je vois Alès, c'est une déchetterie à trier. Écoutez, j'ai même pas envie de répondre à ça, je pense qu'on se grandirait, c'est un échange en bonne intelligence. Et de toute façon, je vais là aussi ne répondre qu'aux vrais messages. Ceux qui voudront faire de l'agressivité, c'est ailleurs qu'il faut le faire. En tout cas, vous savez, moi je suis à autre chose. En tout cas, je suis là pour m'occuper des gens et de leur bien-être et de la qualité de la ville. Et je peux vous garantir que j'y passe beaucoup de temps et que c'est un plaisir de voir effectivement, même si tout n'est pas parfait, même si effectivement il y a des problèmes à régler, en tout cas je suis là pour ça et pour essayer de le faire pour le mieux et je continuerai dans cet état d'esprit quoi qu'il arrive. Voilà, 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 56. Donc du coup, je continue les questions et puis écoutez, on va faire une conclusion sur ce Facebook Live, comme je vous disais tout à l'heure. Alors il y a Laurent sur Facebook, Monsieur Rivin, pouvez-vous faire une salle pour accueillir des concerts pour éviter d'aller à Montpellier? Merci. Alors ouais, j'aimerais beaucoup, je suis d'accord. C'est quelque chose de complexe, c'était prévu dans ce mandat-là. Vous savez qu'on a eu, bon, j'aurai l'occasion de le dire aussi à d'autres moments, mais nous avons un mandat très tronqué avec 2 ans de Covid. On avait prévu une salle de spectacle, on y travaille. J'espère que nous pourrons la faire sur le prochain mandat. Mais c'est pas juste l'investissement une salle, c'est aussi de trouver, avant de lancer peut-être 7, 8, 10, 12 millions d'euros, hein, c'est beaucoup d'argent, déjà il faut l'avoir. Il faut surtout trouver celles et ceux qui vont venir l'occuper, faire des concerts. On ne fait pas une salle si c'est pour avoir 3 concerts qu'on peut très bien faire ailleurs. Donc c'est des discussions avec les tourneurs, avec les producteurs, et c'est beaucoup parfois bien sûr de travail en amont. Et d'ailleurs, les villes, on va dire de la taille d'Alès, hein, c'est 45 000 habitants, je vous le rappelle, un aglo de 160, 180 000 habitants, c'est assez compliqué. Les grandes salles, elles sont à Nîmes, où c'est plus grand, avec les arènes hein, qui existent, hein, qui n'y a pas eu à faire, à Montpellier, bien sûr, à Toulouse, à Perpignan, voilà, à Marseille. Voilà, c'est assez complexe parce que ça coûte excessivement cher et que je n'engagerai pas des finances publiques en déficit. Il faut tout ce que nous faisons, tout ce que nous investissons puisse être rentabilisé. Donc, vous pouvez compter sur moi, mais je suis tout à fait d'accord. J'aimerais beaucoup et j'espère qu'on pourra le faire. Qu'on ne pourra le faire dans les prochaines années. En tout cas, on y travaille. C'est le service Pôle Temps Libre travaille, monte des études pour essayer d'avancer. Je vous en reparlerai dans d'autres lieux, bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Après les autres questions que j'ai regroupées par thématique, hein, parce que j'ai beaucoup de questions, mais on se retrouve souvent sur la thématique, sur les poubelles. Alors, il y a des questions sur la propreté de la ville, tout ça, mais bon, je le redis aussi, c'est un effort individuel et collectif. Je ne donne de leçons à personne. Je dis juste une chose, c'est que le maire peut pas tout, quel qu'il soit. Et en tout cas, je fais mon maximum pour essayer. Bonsoir, est-ce qu'il est prévu de remettre le grand jet d'eau dans le Gardon? J'aimerais beaucoup. Vous savez, là aussi, il faudrait des longues minutes pour vous en parler. Le grand jet d'eau dans le Gardon, ça passe aussi par des autorisations de creusement du Gardon qui sont excessivement difficiles à avoir. Et donc, vous savez, pour faire le jet d'eau, il faut enlever des atterrissements, les déplacer. Et vous voyez, cette année, par exemple, on n'a pas eu l'autorisation de nettoyer le plan d'eau.
Donc c'est complexe, mais je ne désespère pas un jour d'avoir ces autorisations, et on en reparlera. A priori, cette année, c'est compliqué, mais là, on doit passer par des autorisations des services de l'État qui gèrent tout ça, mais on y travaille aussi. Le service du pôle infrastructure est mobilisé, comme la gestion des rivières. Voilà, il est 19h59, donc nous sommes près d'une centaine en direct live. C'est un très 93 à l'heure de parler, nous sommes montés à plus de 100. Donc je vous remercie, ça montre que ce rendez-vous est important. Je vous le disais tout à l'heure, pour celles et ceux qui n'étaient pas là, c'est l'avant-dernier rendez-vous officiel avant le mois d'avril prochain. Si vous me refaites confiance pour les 6 prochaines années, puisque la campagne électorale officiellement débutera, je parle réglementairement, moi je vais travailler, je ne vais pas être en campagne, le 1er septembre prochain, et que j'aurai l'occasion à ce moment-là, j'en dirai plus au prochain Facebook Live, de vous donner des rendez-vous différemment, dans d'autres lieux, plus peut-être chez moi d'ailleurs, j'en sais rien, en Facebook, sur d'autres sites, oui, parce que la réglementation est ainsi faite que on empêche aux maires en place de pouvoir travailler, alors que là, je réponds à vos questions de façon, mais je ne prendrai pas de risque aujourd'hui réglementaire. Donc, mais on aura l'occasion quand même de se voir, je serai quand même présent, je ne pars pas pendant 6 mois d'Alès, mais les choses seront un peu différentes les 6 prochains mois. En tout cas, moi je vous remercie vraiment, et je vois que des messages continuent d'arriver, donc on va continuer à vous répondre, en tout cas ne vous inquiétez pas, mais je m'engage à tenir l'heure et pas dépasser l'heure, sinon effectivement moi, je peux rester jusqu'à 22h, 23h, répondre à vos questions, j'ai aucun souci avec ça, mais ce ne serait pas raisonnable. Je vous remercie pour votre présence en nombre sur Facebook Live, je vous donne rendez-vous bien sûr pour toutes les festivités d'été, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont encore se dérouler jusqu'au 24 août, 23 août, la foire d'Alès, 22 la finale du Grand Prix de la chanson, voilà, beaucoup de spectacles gratuits qui font d'Alès sûrement l'une des villes les plus festives de France, et en tout cas festives du sud de la France. Et puis écoutez, je vous souhaite à celles et ceux qui vont se reposer un bel été. On est là, et rendez-vous fin août pour ce Facebook Live, le 26 août, oui, j'ai dit 29 tout à l'heure, peut-être qu'on appuie sur le bouton, ça apparaît. Le 26 août, et en tout cas, voilà, belle soirée, bel été, profitez bien, en famille, en amis, reposez-vous, reprenez des forces. J'espère qu'à la rentrée, tout continuera à aller à peu près bien pour chacun d'entre nous. Ciao, bye bye, merci.